mondiale, mais aussi nationale, hein. Donc, les urgences cardiologiques et surtout l'urgence ischémique et l'infarctus du myocarde reste une urgence à prendre en charge dans les meilleurs délais. Donc, notre but sur cette formation et sur les formations qui vont venir, donc, c'est d'optimiser la prise en charge et surtout de former les gens qui sont en première ligne, qui sont les médecins généralistes et urgentistes. C'est le premier maillon de la chaîne de la prise en charge. Donc là, on est obligé d'un peu essayer d'aller en avant pour améliorer la prise en charge. Donc là, je salue la direction de la formation et le ministère de la Santé donc pour cet effort-là. On va essayer d'être à la hauteur et d'essayer de réitérer ces formations-là pour un peu que ça soit optimisé dans l'avenir, que la prise en charge soit optimisée. Merci Donc beaucoup. voilà, si vous n'avez pas d'inconvénients, je pourrais commencer. Oui, Donc si vous avez vous quelque chose à commencez. ajouter, Vous est-ce que commencez, professeur. mon partage d'écran est Il clair? est bien. Essayez de défiler un tout petit peu. Essayez de Ouais. défiler. Oui, D'aller oui, ça vers se la défile. deuxième plaque. Très bien, très Non, bien, non, ça se très bien. défile. Aïe, Donc, alhamdulillah. Ok. non, tout se défile bien. Donc, bonjour à tous mes chers collègues, médecins généralistes, urgentistes. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour essayer de partager ensemble les stratégies de l'optimisation de la prise en charge du syndrome coronarien aigu ST+. Que je sais, c'est que déjà la formation sur la douleur thoracique et sur le CG de la douleur thoracique a été déjà faite et aussi ma collègue, le professeur Zouzou, a fait sa séance sur le CG. Donc, ça facilite la tâche. Mais aujourd'hui, on va essayer de parler de la prise en charge pratique du syndrome coronarien aigu avec sus-décalage persistant du segment ST. Donc, ce qui est évident, c'est que c'est une maladie grave. Lorsqu'on ne traite pas un syndrome coronarien aigu ST+, on a une mortalité qui avoisine les 50% à un mois. C'est-à-dire, un patient sur deux décède dans le mois s'il n'est pas pris en charge. Donc, ce qui donne l'importance et l'urgence de prendre en charge de manière adéquate tout sujet ayant une douleur thoracique avec un décalage du segment ST. Et surtout, pour assurer cette prise en charge, il faut surtout savoir reconnaître le syndrome coronarien aigu, maîtriser la clinique et maîtriser quelque chose qui est simple et reproductible, qui est le CG. Donc, on a besoin surtout de deux éléments diagnostiques, notre clinique, notre bon interrogatoire et un ECG bien fait et bien interprété. Et bien sûr, on aura besoin de notre logistique qui est les, les, les méthodes de revascularisation, que ce soit par thrombolyse ou par angioplastie primaire. Et bien sûr, le patient doit être placé dans une unité où il peut être surveillé et monitoré. Donc, vous êtes tous d'accord que c'est une maladie grave et c'est la première cause de mortalité mondiale. Donc là, si vous voyez sur les statistiques de 2016, vous voyez très bien que la cardiopathie ischémique avoisine les 10 millions de morts annuellement. Donc c'est très loin devant les autres causes, devant les cancers, les infections, devant les accidents de la circulation. Donc là, on est un peu choqué face à cette mortalité liée à la cardiopathie ischémique et essentiellement au syndrome coronarien aigu qui sont la manifestation aiguë, la manifestation menaçante de la cardiopathie ischémique. Donc, même lors de la COVID-19, les gens décédaient de leur cœur. Donc là, c'est des statistiques quand on avait la COVID-19. Donc, déjà, la cardiopathie ischémique était au premier plan. Donc, juste pour un petit rappel physiopathologique, donc vous avez vu ça déjà sur le cours de l'athérome. Donc, lorsqu'on a une plaque d'athérome qui se fissure, on aura un appel des éléments figurés du sang, essentiellement les plaquettes qui seraient activées et qui vont former un thrombus qui va colmater cette brèche. Mais malheureusement, le thrombus ne va pas seulement colmater la brèche, mais il va un peu colmater la brèche et obstruer de manière complète ou incomplète l'artère coronaire. Donc, ce qu'on traite aujourd'hui, c'est l'obstruction complète de l'artère coronaire par un thrombus essentiellement, qui est la physiopathologie ultime du syndrome coronarien ST+. Donc, vous voyez, quand on a une artère fermée par un thrombus, donc là, l'artère, elle est fermée, il n'y a pas d'arrivée d'oxygène au myocarde, et donc on aura ce fameux sus-décalage du segment ST. Ce qui est important aussi, c'est que ce thrombus-là, on doit le dissiper d'une manière ou d'une autre. On doit
le désobstruer. Donc, on doit désobstruer l'artère rapidement. Donc, on doit faire un diagnostic et on doit désobstruer l'artère par soit des méthodes médicamenteuses qui sont les fibrinolytiques ou les thrombolytiques, soit mécaniques qui sont l'angioplastie primaire, et sans oublier l'environnement plaquettaire parce qu'il faut bloquer l'agrégation plaquettaire par les anti-agrégants plaquettaires ou les anti-thrombotiques. Donc, le syndrome coronarien aigu ST+, le thrombus qui figure, qui est responsable de cette obstruction, et en général est un thrombus rouge et riche en fibrine. C'est pour ça qu'il est sensible aux fibrinolytiques. Là, c'est des constats qui ont été réalisés sur des études autopsiques. Donc, c'est un thrombus très riche en fibrine, et c'est pour ça que les thrombolytiques sont efficaces dans le syndrome coronarien ST+. Donc, l'efficacité du traitement de réperfusion dépend de la précocité de son initiation. Qui dit précocité de son initiation dit précocité diagnostique et prise en charge et mise en condition du patient. Donc, comme vous voyez ici, time is muscle, le temps, c'est du muscle. Donc, plus on est en train de perdre du temps, plus on est en train de perdre du muscle cardiaque. Donc, il faut faire très attention, il faut agir vite, il faut agir rapidement. Donc, c'est une urgence diagnostique. Bien sûr, il faut faire votre comme vous avez vu déjà sur les douleurs thoraciques. L'interrogatoire est une étape cruciale. C'est cette douleur thoracique qui ramène le patient à consulter. Le patient vient gêner avec une douleur thoracique. Il vous montre son thorax par la poitrine. Il vous caractérise la douleur qui est consécutive, prolongée dans le temps plus de 20 minutes. Elle peut irradier vers le bras gauche, vers l'épaule, vers la mâchoire, vers la nuque. Elle peut avoir des irradiations même droite. Elle peut être aussi une douleur qui a un siège épigastrique. Donc, il faut faire attention. Même une douleur épigastrique, elle est importante à caractériser. C'est important de faire un ECG lorsque la douleur épigastrique est suspecte. Je reviens à Dr Google, j'ai vu un message ici. Est-ce que la présentation, elle est bien vue? Oui, oui, oui. Oui, Je d'accord. vous Donc, suis parce que très bien. j'ai vu sur les messages, on ne voit rien, donc c'est pour ça que... Non, non, il y a ceux qui vous disent oui avec un grand Ouais, oui. ouais. Très bien, parfait, parfait. Donc, je continue, excusez-moi. Donc, je parlais de la douleur thoracique. Donc, il ne faut pas négliger une douleur thoracique qui dure dans le temps ou une douleur épigastrique qui est persistante. Donc, là, même, on a des douleurs. Lorsque l'ischémie et les deux sièges inférieurs, on peut avoir des douleurs qui simulent une douleur épigastrique, mais c'est des douleurs en général mal ressenties et qui sont prolongées dans le temps et qui résistent aux antalgiques. Donc, faites attention, il faut caractériser un ECG, il faut faire un ECG chaque fois qu'on suspecte. Et comme vous voyez sur l'image, personne n'est épargné, ni les jeunes dames, ni personne. Donc, tout le monde est là. Donc, il ne faut pas dire, voilà, c'est une dame jeune de 35 ans, 40 ans, elle a une douleur, c'est de la dystonie, c'est pas du corona. Non, faites votre ECG et après, jugez-le. Parce que là, les facteurs de risque sont là. La sédentarité, le diabète, le tabagisme, on a même le tabagisme féminin, il ne faut pas le négliger. Donc là, on est dans une société qui évolue. Donc là, il faut faire très attention. Il ne faut pas faire de discrimination ni sexuelle ni autre chose. Donc là, on a une douleur thoracique, on fait un ECG rapidement. Et cet ECG-là doit être fait très rapidement, dans un maximum de 10 minutes après le premier contact médical. Donc, c'est les normes internationales. First medical contact ou premier contact médical. Dès que le patient arrive, vous avez 10 minutes pour faire votre CG. Pourquoi on a défini ce temps arbitraire de 10 minutes? C'est pour accélérer la prise en charge. Donc, vous avez 10 minutes pour faire votre CG. Maintenant, si on a un sous-décalage à l'ECG, on initie la chaîne de prise en charge, la chaîne de reperfusion ou d'angioplastie primaire rapidement. Donc, c'est ça l'intérêt de ne pas perdre de temps. Vous avez déjà une introduction sur le CG, mais je vais un peu faire de la répétition. Donc, le signe pathognomonique du syndrome coronarien ST+, c'est bien sûr, c'est ce fameux sus-décalage sur au moins deux dérivations d'un même territoire. On parle de deux dérivations continues. Cette onde-là, on l'appelle l'onde de Pardé. Donc, vous voyez très bien que cette onde de Pardé, c'est le premier qui avait corrélé l'occlusion d'une artère coronaire à un sus-décalage
du segment ST englobant l'onde T sur deux dérivations contiguës. Donc là, il faut faire attention que cette onde de Faraday n'est pas donc, à 100% la seule expression de l'occlusion artérielle. On peut avoir aussi un bloc de branche gauche et là, on ne pourrait pas voir l'onde de Faraday ou le sustécalage. On va traiter ça par la suite. Je pense que ça a été traité et je vais encore répéter. Donc là, si on suit l'évolution des choses, donc si on ferme une artère coronaire, qu'est-ce qui se passe? Dans les secondes qui suivent, on aura de l'ischémie sous-endocardique avec une montée positive et symétrique. Donc là, quand vous voyez en T positif et symétrique, d'ischémie sous-endocardique. Les choses ne vont pas trop tarder pour que le sus-décalage apparaît, l'onde de Faraday, donc c'est un sus-décalage du segment ST englobant l'onde T et qui a la caractéristique suivante. Il est convexe vers le haut, il est supérieur à 1 mm dans les dérivations frontales et supérieur à 2 mm dans les dérivations précordiales et bien sûr, il englobe l'onde T. Donc, je répète, il est convexe vers le haut. Sur les dérivations frontales, c'est-à-dire D1, D2, D3, AVL, AVF et AVR, là, on se contente de 1 mm de sus-décalage sur au moins deux dérivations pour dire, voilà, c'est un sus-décalage significatif. Par contre, sur les dérivations précordiales, on va jusqu'à 2 mm pour dire qu'il est significatif, c'est-à-dire de V1 avec une V7, V8. D'accord? Et bien sûr, il englobe l'entier. Parfois, si on est si précoce, on peut tomber sur ces images en miroir. C'est quoi des images en miroir? En fait, c'est un sous-décalage dans les territoires opposés au sus-décalage. Donc, c'est un sous-décalage du segment ST dans les territoires opposés. Par exemple, si on est en antérieur, par exemple V1, V2, V3, V4, là, on peut avoir un sous-décalage en inférieur, en D2, D3, AVL. Donc, si vous tombez avec ces images en miroir d'un sous-décalage, ça veut dire que vous êtes dans les premières heures du syndrome coronarien aigu et ça veut dire que vous pouvez donner plus de chances à votre patient pour faire une prise en charge rapide. Donc, retenez ces images en miroir. Donc, maintenant, quelle serait l'évolution de l'ECG? On aura cette histoire d'onde de cul de nécrose. Donc, il faut faire attention que cette onde de cul de nécrose peut apparaître dès les premières heures. Même si on en reperfusé, on peut avoir des petites ondes de cul de nécrose. Les ondes de cul de nécrose, c'est quoi? C'est un petit trou électrique sur la zone qui a subi des dommages myocardiques. Plus l'onde de cul est profonde, plus le myocarde a subi des dommages. Donc, mais il ne faut pas hésiter à tromboliser le patient, surtout si la douleur elle est récente, surtout si vous avez encore du sus-décalage. Même si vous avez des petites ondes de nécrose, il ne faut pas dire que le patient a nécrosé, surtout qu'on a un sus-décalage, surtout que la clinique elle est parlante et surtout que la notion de la douleur elle est récente. Donc là, il faut faire attention à ça. D'accord? Donc, la durée de longue de nécrose, elle est supérieure à 0,04 et elle fait au moins le quart de longue R. Et pour être significatif, toujours, elle doit toujours faire au moins le quart de longue R. On peut avoir des séquelles de nécrose sur un ECG, ça veut dire le patient a fait son syndrome coronarien aigu, il a nécrosé, on va tomber juste sur des séquelles de nécrose sur les ondes de nécrose qui vont évoluer. Donc, à long terme, on peut avoir cet aspect d'ondes de nécrose, des entiers négatifs, et après, les entiers vont se repositiver. Mais votre intérêt principal, c'est ça. C'est le sus-décalage sur deux dérivations contiguës qu'il faut diagnostiquer et détecter rapidement. Le deuxième cas de figure, là, c'est les topographies, il faut les retenir. Donc, quand on a un décalage en D1, AVL, c'est le latéral. Par exemple, si on avait un V2, V3, c'est l'antéroceptal. Et là, vous pouvez trouver sur les manuels, vous pouvez reconsulter cette présentation parce qu'on a un kit slide pour un peu reconnaître les territoires. Ces territoires-là vont venir avec la pratique, vous allez les apprendre. Donc, il faut faire attention, le sus-décalage n'est pas la seule expression électrique d'une occlusion d'une artère coronaire. On a aussi ce qu'on appelle le bloc de branche gauche. Et là, le bloc de branche gauche, donc s'il est récent ou s'il est ancien, il faut définir certains critères que vous avez vus déjà sur les présentations de CG, c'est les critères de Scarboza. Donc, c'est des critères un peu simplifiés pour discriminer
un syndrome coronarien aigu d'un bloc de bronche gauche ancien. Euh, dans le passé, on définissait un bloc de bronche supposé récent comme éligible à une thrombolyse. Actuellement, il y a ces critères électriques-là que je vous invite à consulter par la suite. Et aussi, je pense que ça a été expliqué dans le cours de CGT cardiopathie ischémique qui a été fait sur la formation précédente. De toutes les manières, on a le support pédagogique du cours. Donc, le bloc de branche gauche, il faut faire attention. Quand on a un bloc de branche gauche et une douleur thoracique, il faut se méfier. Il faut voir est-ce que ce bloc de branche gauche est concordant avec le sus-décalage du segment ST. Si c'est pas ça, il faut quand même le prendre en charge, cette douleur thoracique, dans le cadre d'un syndrome coronarien aigu, sans sus-décalage du segment ST, et faire les indications, faire les thrombolyses. Maintenant, si le BBG reste avec des critères, donc là, il faut thrombolyser le patient. Donc, je passe sur la prise en charge. La prise en charge du syndrome coronarien aigu avec élévation du segment ST. Avant tout, je voulais dire un mot sur la péricardite. Donc, la péricardite et le syndrome de repolarisation précoce, on peut avoir des ECG là où il y a un sus-décalage, mais le sus-décalage n'est pas typique, surtout un sus-décalage du point G. Et dans la péricardite, c'est un sus-décalage diffus et qui reste, qui n'est pas, qui est persistant pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Après, il disparaît. D'accord? Même dans la myocardite. Donc, c'est un diagnostic différentiel qui est plutôt clinique, électrique et échocardiographie. Donc, il ne faut pas hésiter à demander maintenant. Là, on est en train de raisonner médecin urgentiste. Là, quand ça vous dépasse, il y a toujours un centre de référence cardiologique pour un peu étayer le diagnostic. Et c'est le but de l'application que le plan STAMI a développé, qu'on a développé en collaboration avec le ministère de la Santé pour essayer de détailler ces diagnostics différentiels et les cas de diagnostic difficiles. La péricardique, c'est surtout la clinique. Maintenant, comment prendre en charge un syndrome coronarien aigu avec du décalage du segment ST? Donc, comment le prendre en charge? Il faut faire très attention. Donc, le premier traitement administré, c'est l'antiagrégation plaquettaire. Parce que n'oubliez pas, on a du thrombus. Donc, on a du thrombus, on a des plaquettes, on a de l'agrégation plaquettaire. Donc, pour lutter contre la régénération de ce thrombus-là, il faudrait bloquer les plaquettes. Il faudrait une bonne anti-agrégation plaquettaire. Donc, c'est une association de l'aspirine avec inhibiteur de la P2Y12. Actuellement, on dispose principalement du clopidogrel comme inhibiteur de la P2Y12. Donc, une dose de charge de l'aspirine à 250 à 300 mg en intraveineux ou par os. Et clopidogrel, on peut aller à 600 mg chez le sujet jeune sans risque hémorragique. Donc, une dose de charge de jusqu'à 8 comprimés de clopidogrel. Donc là, c'est pour accélérer la biodisponibilité du clopidogrel. Donc, quand on donne une dose importante, c'est pour le rendre biodisponible rapidement et pour bloquer rapidement un maximum de plaquettes dans la demi-heure. D'accord? Donc, c'est ça le but de donner une dose de charge de clopidogrel et d'aspirine, c'est de lutter contre l'agrégation plaquettaire. Bien sûr, la dose d'entretien de l'aspirine est de 75 à 100 mg par jour. La dose d'entretien de clopidogrel, elle est de 75 mg par jour, c'est-à-dire un comprimé, et on doit le donner une année minimum, euh, une année après le syndrome coronarien aigu, c'est-à-dire une double anti-agrégation plaquettaire doit se maintenir une année après un syndrome coronarien aigu. Donc, ça, cette double anti-agrégation plaquettaire, ça a permis de réduire la mortalité et d'éviter les récidives. Bien sûr, pour un peu éviter l'agrégation plaquettaire et la formation de thrombus et ces filaments de fibrine qui se constituent, il faut donner aussi de l'héparine. Actuellement, on est plus utilisateur d'héparine de bas poids moléculaire parce que c'est une simplicité, il y a une simplification de l'administration. On n'a pas besoin de seringue électrique, ça se donne en sous-cutané et c'est facilement maniable et on n'a pas besoin de contrôler le TCK comme lorsqu'on donne
l'héparine non fractionnée. Donc, actuellement, on donne de l'héparine de bas poids moléculaire, c'est ce qui est recommandé. Donc, comment donner l'héparine de bas poids moléculaire? Donc, le protocole, c'est dans le syndrome coronarien ST+, se donner un bolus de 0,3 unités ou 30 mg par voie intraveineuse et le reste, on le donne par voie sous-cutanée. Donc, le protocole, c'est de donner 1 mg kilo 2 fois par jour. Un patient qui fait, par exemple, 100 kg, on donne 100 mg le matin et 100 mg le soir. Donc, lors de l'injection du bolus de 30 mg, donc on les donne 30 mg en intraveineux et le reste les 70 mg, on le donne par voie sous-cutanée le matin. Le soir, on donne la dose complète par voie sous-cutanée qui est de 100 mg. Donc, il ne faut pas oublier le bonus lors du syndrome coronarien aigu ST+. Donc, on donne de l'énoxaparine. Maintenant, on a donné les antiagrégants plaquettaires, on a donné de l'héparine par voie intraveineuse et par voie sous-cutanée, et tout ça doit se faire rapidement, en même moment de prendre en charge le patient. Donc, mettre en condition, scoper le patient, le monitorer, donc dans une unité idéalement de soins intensifs. Maintenant, si on ne dispose pas d'unité de soins intensifs, donc là, on doit mettre le patient dans un endroit où il y a un scope pour le monitoring électrique, pour le monitoring tensionnel. Donc, le patient doit être surveillé hémodynamiquement. On doit toujours avoir une idée sur la tension. Idéalement, on doit avoir une saturation d'oxygène pour détecter une éventuelle crise d'OAP, d'IVG. Donc, tout ça, c'est important. Une source d'oxygène doit être à proximité. C'est le patient désature, moins de 90%, moins de 95%, pardon. Donc là, il faut donner de l'oxygène, il faut avoir une source d'oxygène dans vos pavillons des urgences. Aussi, un défibrillateur doit être disponible, bien chargé et utile. Donc, il faut faire très attention. Le syndrome coronarien ST+ est pourvoyeur de troubles du rythme. Donc, les troubles du rythme est une complication rythmique qui peut survenir. Elle peut donner une tachycardie ventriculaire, voire une fibrillation ventriculaire qui donne une asystolie et qui emporte le patient. Donc là, il faudrait avoir un défibrillateur. Chaque fois qu'on a une fibrillation ventriculaire ou quelque chose, ou un trouble du rythme aigu, il faudrait être prêt à le casser, à défibriller le patient parce que les morts subites liées à une ischémie myocardique existent et on a 27% de morts subites avant l'arrivée à l'hôpital. Donc, il faut détecter ces fibrillations ventriculaires, il faut les choquer avant que ça soit trop tard parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est pour ça que le patient doit être monitoré, donc un ECG en continu par le scope, un monitoring tensionnel, une SPO2 et le défibrillateur doit être présent. Donc, l'électrochoc doit être présent dans la salle d'urgence, dans la salle d'observation, dans votre unité de déchocage, chacun comment il l'appelle. D'accord? Et bien sûr, le traitement clé, c'est réouvrir l'artère, c'est la reperfusion. Donc, la reperfusion, peut-être c'est soit de manière médicamenteuse, soit de manière mécanique, qui est l'angioplastie primaire. Donc, on va parler de thrombolyse. La thrombolyse est un moyen médicamenteux qui a permis d'ouvrir l'artère avec une injection d'un thrombolytique. C'est un moyen efficace qui permet de dissoudre le thrombus. Quel est le mécanisme d'action de ces thrombolytiques-là? Comment se fait la thrombolyse? En fait, dans le corps humain, on a ce qu'on appelle une thrombolyse physiologique. Donc, cette thrombolyse physiologique consiste à la transformation du plasminogène, qui est une molécule existante dans l'organisme, en plasme. Cette plasmine-là dégrade la fibrine. Donc, la fibrine, les filaments de fibrine lient les plaquettes entre elles. Et quand on dégrade ces filaments de fibrine, bien sûr, les plaquettes ne sont pas liées par cette fibrine et donc on aura une dissolution du thrombus. Et on avait vu que le thrombus dans le syndrome coronarien ST+, est riche en fibrine. Et donc, quand on dégrade cette fibrine-là, on va dissoudre le thrombus. Alors, comment vont agir nos fibrinolytiques? En fait, ces fibrinolytiques, ces molécules-là, ces médicaments-là, vont activer cette transformation du plasminogène en plasmine. D'accord? Pour catalyser cette transformation. Et surtout, il faut faire attention que cette thrombolyse physiologique existe dans le corps humain, mais elle est altérée par
le tabagisme, elle est altérée par le diabète, par la dysfonction endothéliale. C'est pour ça que ces patients-là, tabagiques ou diabétiques ou ceux qui ont une dysfonction endothéliale, pour une raison ou une autre, ils présentent un déficit de la thrombolyse physiologique ou de la fibrinolyse physiologique. C'est pour ça qu'ils font des thrombus plus fréquemment. Ils sont plus ajustés à des thromboses. Donc, c'est le mode d'action des fibrinolytiques. Donc, c'est facilement applicable. Il n'existe pas de moyens sophistiqués. Si on opte pour les thrombolytiques de deuxième génération, on utilise la seringue électrique. Si on opte pour les thrombolytiques de dernière génération, en l'occurrence le télectéplasme, là, on a besoin juste d'une injection intraveineuse et il y a l'intérêt de la thrombolyse pré-hospitalière lorsqu'on utilise les thrombolytiques de dernière génération, en l'occurrence la télectéplasme. Donc, les études ont prouvé l'efficacité de la thrombolyse pour sauver le myocarde des patients. Et là, vous voyez sur cette courbe le moment opportun de la thrombolyse. Si vous interprétez cette courbe-là, vous allez voir que le meilleur taux de succès de la thrombolyse, c'est le moment le plus court entre le début de la douleur et la thrombolyse. Donc, vous voyez que à la première heure, on a plus de 80% de succès après le début de la douleur. Si vous arrivez à la première heure, vous avez un taux de plus de 80% de succès. On l'appelle première heure ou golden hour. Donc, les 3 heures, on a environ 40 à 50% de succès. Si on arrive les 3 premières heures. Jusqu'à 6 heures, on a environ 30% de succès. Après 6 heures, la courbe commence à s'aplatir et elle sera nulle après les 12 heures. Donc, tout ça, c'est pour vous dire, plus vous thrombolisez rapidement, mieux c'est pour le patient, mieux l'infarctus est avorté. Parce que nous, on ne voudrait pas parler d'infarctus. L'infarctus, infarctir, le verbe infarctir, c'est la nécrose. Nous, on ne veut pas arriver à la nécrose. C'est pour ça on a essayé d'éliminer ce terme-là d'infarctus parce que si on parle d'infarctus, ça veut dire ça y est, le patient a nécrosé. Nous, on veut éviter la nécrose. Donc, on parle de syndrome pulmonaire FTQ. Et donc, on n'arrivera pas à l'infarctus lorsque on thrombolyse rapide. C'est le message clé que je voulais passer. Donc, qu'est-ce qu'on a comme thrombolytique? Dans le passé, les années 80-90, on avait cette streptokinase. Après est venu le RTPA et le télectéplasme qui est le thrombolytique de dernière génération. Donc, le RTPA, il se donne en bolus et à la seringue électrique. Et le télectéplasme, il se donne seulement en fonction du poids. Et donc, vous pouvez consulter le support de ces médicaments, notre support pédagogique, pour un peu étayer vos connaissances par rapport à l'administration. L'administration, elle est très simple. Elle est en fonction de ces doses-là à la seringue électrique. Par contre, pour le télectéplasme, c'est encore beaucoup plus simple. C'est tu seras gradué en fonction du poids du patient et il suffit de savoir faire une injection intraveineuse lente. Vous piquez la veine et vous injectez lentement en fonction du poids du patient et le tour est fait. Donc, le télectéplasme a été surtout fait pour faciliter l'administration du thrombolytique et pour faciliter cette administration même en préhospitalier. Donc, on peut même thromboliser à domicile le patient. On peut imaginer le SAMU qui arrive au domicile du patient qui a appelé pour une douleur thoracique. Et donc, le CG est fait. Donc, le médecin du SAMU, maintenant, s'il peut lire le CG, c'est bien, cela a été fait. Maintenant, s'il est en cours de formation, il peut toujours mettre cette CG dans l'application et par télémédecine. Le centre de cardiologie de référence va interpréter pour lui cette CG et lui donne le feu vert pour thromboliser à domicile le patient avant de le transporter à l'hôpital et comme ça, on va gagner du temps. Mais notre vœu, c'est que vous sachiez lire le CG de la cardiopathie ischémique et thromboliser vous-même, que vous n'ayez besoin de personne. Et l'application va être mise en place pour un peu vous accompagner, vous faciliter la tâche, vous donner une aide à la décision. D'accord? Je continue. Donc, par contre, quels seraient les inconvénients de cette thrombolyse? Parmi les inconvénients, c'est le taux de reperfusion qui n'est pas optimal.
il ne dépasse pas les 60% en moyenne. Et on a un taux de réocclusion, c'est-à-dire échec. Après le succès, on peut avoir un échec de la thrombolyse qui est de l'ordre de 15 à 20%, qui augmente 3 fois le taux de mortalité. Donc, la thrombolyse n'est pas l'arme thérapeutique parfaite, mais elle reste très efficace, une solution économique, une solution qui permet de réduire la mortalité, d'améliorer la reperfusion du syndrome coronarien ST+, lorsqu'on ne dispose pas de plateau technique de coronarographie, d'angioplastie, et surtout lorsqu'on est dans des zones qui sont dépourvues de plateau technique. Et croyez-moi, cette stratégie de thrombolyse, elle est répandue partout dans le monde. On continue toujours à thromboliser. Et donc, si vous regardez les recommandations européennes ou américaines, il y a toujours une place à la thrombolyse parce que ce n'est pas toutes les zones qui ont un accès rapide à l'angioplastie primaire dans les 2 heures. D'accord? On va voir comment prendre les décisions. Mais aussi, par rapport à cette thrombolyse, on a le risque d'hémorragie grave, donc notamment les hémorragies intracérébrales. Et il est de l'ordre de 0,3 à 0,5% dans les études randomisées. Et donc là, surtout, l'hémorragie survient chez le sujet fragile, chez le sujet âgé, et si le sujet dont le poids est inférieur à 70 kg. L'hypertension artérielle est variable. Si maintenant le patient est bien traité et bien équilibré, et lorsqu'on respecte les indications lors d'un pic hypertensif, on peut thromboliser en faisant baisser la tension, ça ne pose pas de problème. Et c'est pour ça que les contre-indications ont été énumérées. On a ce qu'on appelle les contre-indications relatives et les contre-indications absolues. Donc, si je vous énumère les contre-indications absolues, elles sont logiques. Donc, ces contre-indications absolues, donc tout patient qui a une hémorragie cérébro-BDG, on ne va pas injecter un thrombolytique encore pour aggraver l'hémorragie. Ça ne sert à rien. Donc, on va dissoudre le thrombus qui pourrait probablement arrêter cette hémorragie et donc, on va l'aggraver. Là, un AVC ischémique de moins de 6 mois, c'est une contre-indication à la thrombolyse imposée par nos amis neurologues, donc il faut la respecter. Un anévrisme ou une tumeur cérébrale, c'est une contre-indication, bien sûr, parce que la tumeur cérébrale risque de saigner. Un trauma crânien inférieur à 1 mois, donc toujours, il faut respecter, pas de thrombolyse. Un trauma ou chirurgie majeure datant de moins de 21 jours, quelqu'un qui a subi une chirurgie lourde inférieure à 21 jours, il ne faut pas le thromboliser parce qu'on risque encore de le faire re-saigner. Aussi, un saignement gastro-intestinal datant de moins d'1 mois, on ne thrombolise pas quelqu'un qui saigne de l'estomac parce qu'on risque de mal contrôler ce saignement-là. Une dissection de l'aorte, on ne la thrombolise pas. Et un patient qui a un trouble de l'hémostase, qui a déjà un risque hémorragique auparavant, donc un hémophile, on ne le thrombolise pas. Pour les contre-indications relatives, c'est des contre-indications qui dépendent du médecin lui-même. Donc, ce médecin-là, il doit juger le pour et le contre. Maintenant, un AVC ischémique supérieur à 6 mois, c'est une contre-indication vraiment relative. On peut thromboliser parce qu'en général, il n'y a pas de transformation hémorragique. Un traitement par antivitamine K, un patient qui a un INR qui est allongé, là, il faut juger et il faudrait essayer d'améliorer l'INR. Si tu as donné du plasma frais congelé si on a de l'hémorragie et thromboliser parce que, par exemple, si on a un patient qui a un infarctus étendu et qui risque d'évoluer vers une urgence cardiaque, si on a un INR à 3, on peut injecter de la vitamine K, essayer de thromboliser. Comme on peut, lorsqu'on a un saignement, injecter du plasma frais congelé, les facteurs de coagulation pour thromboliser. Un postpartum de moins d'une semaine, on peut thromboliser la dame, bien sûr, tout en surveillant l'hémorragie. Un point de fonction non compréhensible, c'est la même chose. Une hypertension réfractaire supérieure à 180 mm de mercure. On va essayer de contrôler cette pression artérielle et il ne faut pas priver un patient qui est à l'intérieur de la thrombolyse, une endocardite infectieuse. Un ulcère qui ne saigne pas mais qui est présent, il faut être prudent, mais on peut thromboliser. Une rétinopathie avec des lésions hémorragiques comme antécédent, c'est pas le patient est en hémorragie, mais il a eu déjà un antécédent. Là, ça reste une contre-indication relative et qui revient à la décision du médecin. Par exemple, on peut pas ne pas thromboliser un patient qui a des hémorroïdes.
hémorroïde, ça va pas saigner d'une manière cataclysmique. Donc, il faut faire très attention. On peut contrôler le saignement des hémorroïdes, donc ça ne va pas empêcher une thrombolyse. D'accord? Maintenant, quels seraient les critères de succès de la thrombolyse? Les critères de succès sont des critères diagnostiques. Le patient est venu pour une douleur thoracique, donc lorsque la douleur thoracique disparaît, c'est un succès. Sur le plan électrique, il est venu pour un sus-décalage. Lorsque le sus-décalage régresse, c'est un succès. Là, on parle de succès à partir d'une régression de 50% du sus-décalage du segment est. Lorsqu'on a une régression de moins de 50%, donc là, c'est un succès. Maintenant, la biologie, on ne tient plus compte parce que il faudrait attendre plusieurs heures pour avoir le pic précoce des CPK et tout, donc ça ne sert à rien. Nous, on doit juger est-ce que c'est un succès ou c'est un défaut rapidement. D'accord? Donc, c'est la clinique et l'électrocardiographie. Et bien sûr, l'examen de certitude, c'est la coronographie qui doit être réalisée dans les 24 heures avec un flux perméable à la coronographie, une artère perméable qu'on classe, quand il y a une classification de la thrombolyse, c'est la classification en TIMI. Thrombolyse, c'est myocardial infarction. C'est la thrombolyse dans l'infarctus aigu. Donc, lorsque l'artère est fermée, c'est un TIMI 0. Lorsque l'artère est ouverte, c'est un TIMI grade 3. Entre les deux, c'est pas suffisant. Donc, nous, notre objectif, c'est lorsqu'on fait la coronographie de contrôle qui doit être faite théoriquement dans un délai de 24 heures maximum lorsqu'on a thrombolysé avec succès. Donc, on peut contrôler de 24 heures. Lorsqu'on a échoué à la thrombolyse, il faut la faire le plus rapidement possible, la coronographie de contrôle. Maintenant, si c'est un succès, c'est un flux TIMI 3, l'artère elle est fermée. C'est un échec, le flux reste insuffisant et c'est moins d'un TIMI 3. D'accord? Donc, si on échoue à la thrombolyse, c'est-à-dire si on a la douleur persistante, le sous-décalage persiste, qu'est-ce qu'on doit faire? Devrons-nous rethrombolyser? Maintenant, les études n'ont pas démontré de succès. Au contraire, il y a un risque de surmortalité. Donc, là, il y a la place à l'angioplastie de sauvetage. L'angioplastie de sauvetage, c'est la même que l'angioplastie primaire. Donc, c'est la désobstruction mécanique de l'artère coronaire, mais tout simplement, là, on parle de sauvetage lorsqu'on a échoué à une thrombolyse médicamenteuse. Lorsqu'elle a échoué, là, on va faire une angioplastie primaire qu'on appellera une angioplastie de sauvetage. Par contre, l'angioplastie primaire elle-même, c'est lorsqu'on a choisi directement de faire une angioplastie au patient et on n'a pas fait de thrombolyse. Ça permet de désobstruction mécanique avec ou sans mise en place d'un stent de l'artère coupable. Donc, parfois, on n'a pas besoin de ballon, on aspire juste le thrombus. Donc, on a des techniques pour faire cette angioplastie. Soit on aspire le thrombus par une thromboaspiration, soit on met en place un stent ou un ballon pour réouvrir l'artère. Donc, le taux de recanalisation coronaire en termes de flux TIMI 3, il est supérieur à 90%. Cette thrombolie et cette angioplastie primaire est efficace de manière optimale. Elle est meilleure qu'une thrombolyse aveugle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on injecte le produit thrombolytique, il va se répartir dans tout l'organisme. Donc, il va toucher tous les thrombites de l'organisme. Par contre, l'angioplastie primaire, c'est ciblé. On va directement vers l'artère coupable, vers la lésion et on va l'ouvrir. Donc, avec l'angioplastie primaire, on a moins de risque d'hémorragie que sous thrombolyse, bien sûr, parce que là, on ne manipule pas un produit fibrinolytique. Aussi, on a moins d'hémorragie intracrânienne, moins de mortalité, moins de récidive. Donc, l'angioplastie primaire, c'est le gold standard. Par contre, l'inconvénient principal de cette histoire d'angioplastie primaire, c'est qu'elle nécessite une salle de cathétérisme, une salle d'angioplastie primaire. Et donc, là, on doit avoir un personnel qualifié et un plateau technique. C'est ça ce qui fait l'inconvénient et ce qui fait qu'elle ne peut pas être disponible partout. Elle ne peut être disponible que dans des centres de référence. Et donc, la thrombolyse reste un outil parfait pour avorter ces infarctus-là, pour prendre en charge le syndrome coronaire plus. Et, bien sûr, la salle de cathé est là pour le stand-by, pour faire le sauvetage, pour contrôler les patients et pour faire
essayer de confirmer le succès de cette thrombolyse. Donc, ce qui est impératif, c'est de faire vite, de soit reperfuser le patient par angioplastie ou par thrombolyse. Donc, aussi, il faut faire attention, quand on parle d'angioplastie primaire, le taux de succès de l'angioplastie primaire est variable selon l'expérience du praticien. C'est comme les horaires de vol. Donc, si vous prenez l'avion avec un pilote qui a fait 20 000 heures, c'est pas comme prendre l'avion avec celui qui a fait 100 heures. Donc, c'est pas la même expérience. Donc, lorsqu'il y a des difficultés, celui qui a volé beaucoup, c'est lui qui va mieux se comporter. C'est la même chose avec l'angioplastie. Plus on est ancien, plus on a beaucoup fait d'angioplastie primaire, plus on a de l'expérience. Aussi, il y a cette histoire d'orage thrombotique. Lorsqu'on a on n'a pas bien imprégné le patient par les antiagrégants plaquettaires. C'est-à-dire, lorsqu'on n'a pas donné la dose de charge optimale ou le patient résiste à ces antiagrégants plaquettaires, même si on ouvre l'artère, on risque de revoir le thrombus apparaître et refermer l'artère, refermer le step qu'on a implanté. On appelle ça le phénomène de non-reflux. C'est pour ça que l'environnement thrombotique doit être bien contrôlé. On doit bien donner nos antiagrégants plaquettes. Maintenant, la dernière question qui va se poser, quelles seraient les indications? Quand est-ce qu'on doit choisir une angioplastie primaire et quand est-ce qu'on doit choisir une thrombolyse? Quelles sont les nuances? Donc, les nuances sont très simples. C'est juste la disponibilité. Donc, si vous êtes, là, c'est les anciennes recommandations qui restent toujours d'actualité. Donc, si vous êtes à moins de 2 heures d'un centre qui fait l'angioplastie primaire, et là, c'est dans la théorie, vous pouvez directement évacuer votre patient rapidement dans ce centre-là lorsqu'il va arriver dans les moins de 2 heures. Et c'est idéalement la première heure et vous faites votre angioplastie primaire. Maintenant, si vous êtes distant à plus de 2 heures d'un centre qui fait l'angioplastie primaire, là, il faudrait préférer la thrombolyse. Et la thrombolyse doit démarrer rapidement dans les 10 minutes, maximum dans les 30 minutes. Donc, 10 minutes pour faire le CG et démarrer la thrombolyse. Et bien sûr, après la thrombolyse, vous faites votre CG, vous interrogez votre patient. Si c'est un succès, vous avez un maximum de 24 heures pour faire une coronarographie de contrôle. Si c'est un échec, là, vous êtes obligé de faire vite et de transférer le patient dans une salle de cathétérisme, dans un centre qui fait l'angioplastie, pour faire l'angioplastie de son patient lorsqu'on a échoué. Donc, je récapitule. C'est la règle des 2 heures. Si vous êtes moins de 2 heures d'un centre qui fait l'angioplastie, vous pouvez opter pour l'angioplastie. Si vous êtes à plus de 2 heures, il faut faire de la thrombolyse. Et bien sûr, même si vous êtes à moins de 2 heures, il faudrait que ce centre-là soit fonctionnel. Il faut que l'équipe d'angioplasticiens soit disponible. Il faut que le centre vous donne l'accord pour évacuer. On ne peut pas évacuer un patient lorsque un plateau technique est en panne ou on a des problèmes de fonctionnement. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé cette application SAMI. C'est pour collaborer, c'est pour coordonner la prise en charge du syndrome coronaire ST+, entre les différents acteurs, les médecins généralistes ou urgentistes et les centres de cardiologie. Donc, ça, c'est la prise en charge selon les recommandations post-syndrome coronaire ST+. Mais là, je vous parle de cette citation d'un cardiologue bien connu, c'est M. Jacques Puel, c'est lui qui a inventé le premier stent en 1988. Le stent, c'est l'endoprothèse coronaire. Donc, comment qu'il va pas, il part du médecin généraliste par rapport à la thrombolyse. Donc, le cardiologue, selon lui, il reste éloigné des premiers feux de l'infarctus. C'est vrai que nous, on reçoit, c'est pas nous les cardiologues, mais c'est les médecins généralistes. Donc, les premiers feux de l'infarctus, cet instant critique et décisif doit revenir à un médecin plus mobile, plus disponible et tout aussi compétent, c'est l'urgentiste. Cet urgentiste-là doit dépasser son seul rôle de convoyeur pour assurer sa véritable mission médicale. C'est à l'urgentiste qu'appartient non seulement de reconnaître et de traiter l'accident, mais aussi de l'orienter par la suite. Donc, vous voyez que votre rôle est primordial. Donc, c'est un problème de santé publique et les accidents n'arrivent pas aux autres. Tout le monde est impliqué et là, le réseau de soins doit être
disponible. Donc, ce réseau doit se construire. Donc, il faut généraliser la fibrinolyse dans le pays. Il faut insister sur les réseaux de soins. Donc, c'est l'objectif de cette formation de STAMI. Donc, là, pour créer le réseau, il faut une autorité qui est la tutelle, un leader, c'est-à-dire un centre de référence qui est le CHU, et il y a une entente entre les différents acteurs du centre. Donc, les différents acteurs du centre doivent, les différents acteurs du réseau doivent intervenir, et donc, il faut renforcer ce réseau-là. Donc, les acteurs sont les généralistes, les réanimateurs, les internistes et les cardiologues. Donc, les réanimateurs peuvent se mobiliser, les internistes peuvent se mobiliser, les généralistes peuvent se mobiliser, les cardiologues, bien sûr, et les cardiologues doivent gérer la post-thrombolyse, c'est-à-dire si on a un échec, là pour l'angioplastie et tout. Et bien sûr, tout ça, le réseau doit être évalué selon des protocoles. Des protocoles doivent être mis en place. Les moyens de communication, comme l'application dont on est en train de parler, doivent être mis en place pour un peu optimiser le réseau. Et bien sûr, il ne faut jamais oublier la prévention. Il y a autre chose que je n'ai pas cité dans le syndrome coronarien infectieux, c'est qu'il faudrait savoir qu'on a 4 types de complications lors du syndrome coronarien ST+. On a les complications hémodynamiques, on a les complications thromboemboliques, on a les complications rythmiques et on a les complications mécaniques. Donc, si je parle de complications rythmiques, c'est les tachycardies et les fibrillations ventriculaires. Ces complications-là doivent être gérées rapidement par soit, si on a une fibrillation ventriculaire, il faut défibriller, soit, si on a une tachycardie ventriculaire, il faut la casser par un traitement antiarythmique ou par un choc électrique externe. Les complications hémodynamiques, c'est l'insuffisance cardiaque lors de la phase aiguë qui peut être là et qui peut être une cause de mortalité. Donc, il faut gérer cette insuffisance cardiaque, il faut donner le traitement adéquat. Bien sûr, on a les complications mécaniques comme la rupture de la paroi libre ou la communication interventriculaire. Là, c'est des complications qui sont donc chirurgicales. La rupture de la paroi libre, elle est mortelle. Et on a des complications thromboemboliques comme c'est la formation d'un thrombus dans l'apex du ventricule gauche qui peut s'emboliser vers la périphérie, donner un AVC, donner une ischémie aiguë du membre. Donc, tout ça, c'est des complications à prendre en compte et il faut les reconnaître. Il ne faut pas paniquer devant parce que leur substratum, c'est l'ischémie. Il faudrait lutter contre cette ischémie. Il faut reperfuser le myocarde. Aussi, je ne vous ai pas parlé du traitement adjuvant. Donc, le traitement adjuvant, c'est les statiques. Il faut le donner dès le premier jour à forte dose. Le traitement par IEC, il faut le donner rapidement, bien sûr, en fonction de la tension du patient. C'est la tension le permet, il faut le donner dès le premier jour pour éviter le remodelage myocardique. Pour les bêta-bloquants, il faut être prudent. Il faut que l'état hémodynamique le permet. Et ils ont une vertu qu'ils stabilisent la membrane cellulaire du myocarde. Donc, il lutte contre les troubles du rythme. Il faut donner les bêta-bloquants au début en faible dose et titrer en fonction de la fréquence cardiaque du patient. Il ne faut pas sauter d'emblée sur le bêta-bloquant à l'arrivée du patient. Il faut se donner le temps par la suite, après leur perfusion, pour voir la fréquence cardiaque du patient. Si on n'a pas de troubles conductifs, pour donner ces bêta-bloquants. Donc, j'ai terminé ma présentation. Donc, je voudrais bien surtout insister sur ce caractère crucial de cette formation, de l'implication de tous dans le développement de ce plan STAMI, sur l'éventualité de former les gens, que ces médecins généralistes, nos médecins urgentistes commencent à thromboliser, commencent à prendre en charge le syndrome coronarien C+, et surtout à construire ces réseaux de soins, chacun dans sa région avec son centre de référence défini par le programme STAMI. Je vous remercie et j'attends vos questions. Donc, je suis en train déjà de lire quelques questions. Donc, voilà. J'espère que c'était clair avant tout. Madame Gougan, est-ce que je peux passer aux questions? Je vais traiter les questions une par une, si vous permettez. Professeur, vous pouvez commencer le débat, D'accord. de D'accord. répondre aux questions sur le chat. Merci. J'espère que mon discours était clair avant tout. Donc, il n'y avait pas eu de coupure ou quelque chose. Non.
Non, il n'y avait pas de coupure. C'était très clair et D'accord, c'était... Ok. très bien, merci. Donc, première question, quelles sont les séquelles électriques qui persistent après un syndrome coronarien ST+. En fait, les séquelles électriques, c'est parfois même lorsqu'on fait une bonne reperfusion, on peut avoir des ondes cubes nécroses dans le territoire qu'on a traité. D'accord? Ces ondes cubes peuvent être petites comme elles peuvent être plutôt plus profondes. Et parfois, on n'a pas de séquelles lorsque le patient a pu être reperfusé parfaitement et rapidement. Maintenant, on peut avoir d'autres complications, troubles du rythme ou troubles congestifs qu'on peut avoir, qui peuvent persister un moment, par exemple, un bloc auriculo-ventriculaire lorsqu'on a une atteinte inférieure. On peut avoir un BAV qui peut persister pendant quelques jours, jusqu'à 3 semaines, qui est donc inflammatoire. Avec, entre autres, c'est des exemples là, donc c'est pas exhaustif. La deuxième question, délai entre embolie échoué et angioplastie de sauvetage. Donc, l'angioplastie de sauvetage doit être faite dans un maximum de 24 heures, mais idéalement, c'est dans les plus brefs délais pour ne pas perdre du myocarde. Parce que déjà, il y a des dégâts myocardiques pour essayer de les minimiser. Donc, idéalement, c'est dans les meilleurs délais. Maintenant, plus de 24-48 heures, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire une angioplastie de sauvetage parce qu'elle peut être néfaste. Dans les recommandations, et lorsqu'on est à choc et une douleur persistante, on peut aller jusqu'à 48 heures. Mais idéalement, c'est dans les 24 heures. Docteur, s'il vous plaît, le protocole thrombolyse en cas d'AVC ischémique dans le délai de 4 heures et demie, la molécule de préférence pour la santé. Donc là, on est en train de parler de syndrome coronarien ST+. Et donc là, c'est le domaine des neurologues, la thrombolyse de l'AVC, mais c'est une question très pertinente. Je vous remercie pour cette question. Le protocole, juste une idée vague. Bon, ça m'est arrivé de thrombolyser des AVC, mais c'était des complications entrales. Donc, c'est pas moi qui se mêle de ça, mais le médicament, actuellement, les recommandations utilisent du RTPA, donc de l'activisme. D'accord? Que pensez-vous des interprétations automatiques des justices? Non, c'est à vous d'interpréter. Ce pas les interprétations automatiques parce que le CG ne reconnaît que ce qu'on lui a appris et là, il utilise des algorithmes qu'on lui a imposés. Donc, fréquemment, il y a des erreurs d'interprétation. Vous pouvez compter sur votre CG, sur la mesure des intervalles, par exemple PR, fréquence cardiaque, QT, mais pas pour vous interpréter. C'est pour ça qu'il faudrait que vous soyez formé à l'ECG. D'accord? Merci, merci. C'est comme ça. Donc, le médecin Medwest, médecin généraliste, a une polyclinique lointaine avec patients venant avec syndrome coronarien aigu, ainsi plus. Que faire pratique? Vous faites votre CG et vous thrombolisez. C'est ce qu'il faut faire pratique. D'accord? C'est ça le rôle du médecin généraliste dans ces zones-là. Même si ce n'est pas une polyclinique lointaine, même si c'est une polyclinique qui est là et qui ne peut pas avoir accès à un plateau technique de corona ou angioplastie primaire. Le soir, ce n'est pas toutes les unités de cathétérisme qui travaillent le soir. Donc là, c'est la thrombolyse. D'accord? Vous êtes là, vous êtes comme les autres médecins, praticiens généralistes de la ville ou de la métropole ou de l'Australie, par exemple. N'oubliez pas, si je vous cite l'exemple de l'Australie, c'est un pays très vaste et la thrombolyse, elle est de mise. Il n'y a pas de salle de cathé partout. En Australie, les gens continuent à thromboliser les patients. Il y a une chaîne, il y a un réseau de prise en charge du syndrome coronarien. C'est plus, c'est le même. D'accord? Pouvez-vous m'envoyer l'enregistrement? Bon, allez, c'est ma formation. Contre-indication des bêta-bloquants. Donc là, je vous invite à reconsulter les notices, mais je peux vous parler vaguement. La principale contre-indication des bêta-bloquants, c'est les BPCO sévères, donc les bronchopnéumopathies obstructives, et les troubles conductifs, les blocs auriculo-ventriculaires à partir du deuxième degré. D'accord? C'est des contre-indications. La version disponible de STAMI, une version ancienne d'Android. Oui, je suis d'accord. Et là, on va travailler pour la mise à jour de cette. C'est pour ça qu'on est en train de relancer le plan et on va mettre à jour cette application pour qu'elle soit accessible sur Android et sur Apple. Inch'Allah. Est-ce que l'angioplastie est de rigueur vu le risque de réocclusion après le thrombolyse sur ou thrombolyse ou
sur quoi se baser. Merci. Donc, le risque de réocclusion, il est là. Mais bon, on a 60% de succès. Bien sûr, l'angioplastie, c'est le gold standard. Mais là, si vous pouvez avoir accès, c'est pour ça qu'il y a un problème. C'est le problème d'accès à l'angioplastie primaire. Mais c'est le gold standard. Et rassurez-vous, même nous, on thrombolise, même nous, des centres de catégorie, ça nous arrive parfois de thromboliser les patients pour une raison ou une autre, et ça donne, on a beaucoup de succès avec le thrombolyse. Donc, il ne faut pas voir la moitié remplie, la moitié vide du verre. La thrombolyse donne beaucoup. Il faut juste l'initier, il faut commencer à thromboliser. Il ne faut pas dire que ça donne. Est-ce que le sustécalage peut persister? En fait, le sustécalage, il peut persister quelques heures pour le syndrome coronarien. C'est plus lorsqu'on n'a pas encore reperfusé le patient, mais après la perfusion, le sustécalage ne persiste pas parce que c'est un critère de succès. Maintenant, s'il persiste, il peut persister lorsqu'on a un non-reflow, c'est-à-dire on n'a pas bien thrombolisé, on a un échec ou, par exemple, parfois, c'est un signe d'anévrisme ventriculaire. Quelles que soient ces pathologies que le sustécalage persiste. D'accord? Merci. Grand merci. Revasculariser tous les artères. Là, sur notre question, là, sur une question d'actualité et sur laquelle il y a beaucoup de difficultés à répondre, même dans la littérature et dans les pratiques internationales. Ce qui est recommandé, c'est que vous revascularisez l'artère coupable du patient, qui a un syndrome coronarien ST+. L'artère qui a généré le syndrome coronarien ST+, il faut la revasculariser. Maintenant, tout revasculariser, ça dépend de la décision du praticien, ça dépend de beaucoup d'éléments. Si le patient est en état de choc, il faut revasculariser l'artère coupable. Maintenant, s'il n'est pas en état de choc, on peut toucher les autres artères, mais on peut revasculariser par la suite en fonction de notre conviction, en fonction des données qu'on a. Pouvez-vous réexpliquer le protocole de thrombolyse? En fait, si vous utilisez la tenecteplase, le protocole est simple. Vous donnez votre héparine, 30 mg ou 0,3 unités d'inoxaparine par voie intraveineuse, et par la suite, vous donnez du tenecteplase, vous l'injectez. Votre seringue est graduée en fonction du poids de patient. Donc, si il fait par exemple 80 kg, vous réduisez un peu, vous allez jusqu'à la graduation de 80 et vous injectez par voie intraveineuse. D'accord? C'est très simple pour les tenecteplase. Pour l'actylyse ou le RTPA, là, il y a des protocoles bien établis. Vous pouvez les consulter sur la notice du produit. Donc, il y a un bolus à donner et puis on passe une quantité en une demi-heure et une autre quantité en une heure. Tout est bien détaillé. Est-ce qu'il y a une autre question? Tout d'abord, aussi. L'insuffisance rénale n'est pas une contre-indication. Maintenant, si on a une insuffisance rénale, il faut juste réduire la dose de l'héparine à la moitié. Deuxième question, quelle est la place du dosage de troponine dans la... Non, dans le syndrome coronarien ST+, non. C'est dans le ST-, pas dans le ST+. Une autre question, il y a des réanimateurs et des internistes EPH où je travaille qui nous disent qu'ils ne savent pas thrombolyser la prise en charge de ST+, vu la non-disponibilité de cardiologue à notre. Il faut savoir que, bien sûr, il y a certains, c'est la formation, il y a des réanimateurs qui sont spécialisés sur une ou une autre pathologie, il y a des internistes qui ont fait autre chose. Donc, c'est pas tout le monde qui a fait de la cardiologie. Donc, c'est ça les nuances. Donc, la plupart du temps, les internistes ont fait de la cardiologie, donc ils connaissent. La plupart du temps, les réanimateurs ont fait. Mais il y a certaines nuances parce que les gens n'ont pas fait. Donc, ces gens, ces collègues-là et ces confrères, ils sont dans votre position. Donc, ils peuvent apprendre les protocoles et bien sûr apprendre le CG et commencer à thromboliser, ça ne pose pas de problème. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé à attendre qui que ce soit pour thromboliser, même pas le cardiologue. Vous êtes habile à thromboliser quand vous êtes fort. On vous a dit que vous êtes le premier maillon de la chaîne. C'est vous qui recueillez professeur, est-ce qu'il y a un écrit qui autorise oui? les médecins généralistes des urgences à pratiquer la thrombolyse? Moi, je vais vous poser gentiment un autre. Est-ce qu'il y a un écrit qui lui interdit? Comment? Est-ce qu'il y a un écrit qui interdit aux médecins généralistes de thromboliser? Non, mais parfois, il y a des situations où il y a un réanimateur, il y a déjà, moi je trouve anormal qu'un réanimateur ne sache pas faire une thrombolyse, mais bon.
Et c'est la question que je pose à la place de certains médecins qui ont peur, parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de réclamations, les Non, citoyens sont là, non. non, regardez, madame, partout, dans tous les pays du monde, on a vu ce qu'a dit Jacques Ruel, et ça fait longtemps, ça fait 15 ans avant. Donc, c'est le médecin généraliste aujourd'hui qui s'occupe Moi, de je la connais sur le formation. terrain des généralistes, là, qui font ça d'une Nous, on manière a formé à la base, madame, extraordinaire. nous, ça fait 15 ans qu'on a sur cette formation. Nous, l'équipe de Blida, donc moi, professeur Chitebi, il y avait professeur Là, Waria, professeur Nedjar, donc on a assuré cette formation depuis longtemps, depuis 2010, je crois. On l'assure et on a eu des retours. On a eu des retours de Tiaret, on a eu des retours de l'intérieur, de l'Oued, de Béchar, donc là, vous tout me le monde s'est rassurez, ça généralisé. veut dire que Ouais. vraiment, Non, non, les gens, dommage que j'ai pas ici le truc. J'ai même un mail d'un collègue à l'époque qui nous a même envoyé un email. Et là, à l'époque, en 2012-2013, il y avait pas, c'était pas bien développé comme maintenant. Donc, on devait faire changer les ECG sur Viber. Et donc, même s'il y avait un doute, on entend. Et les gens ont thrombolysé tout seuls. Et le lendemain, ils nous disent, voilà, j'ai thrombolysé. Donc, croyez-moi, ne vous faites pas un obstacle dans la tête comme quoi le cardiologue ou le réanimateur, non, non, non. C'est la femme. Justement, voilà, c'est la même déroute la formation hein, pour le médecin oui, général. c'est à C'est cause de pour ça, je un peu, sais. oui, c'est ça. C'est pour ça. On a trouvé que, heureusement que la tutelle est en train de nous aider pour diffuser l'information et pour diffuser la formation. Et on a encore de l'effort à faire. C'est ces résistances-là qui ont un peu fait traîner les choses. C'est pour ça qu'il faut qu'on suive ce programme-là. Il faut que ce programme se concrétise. D'accord? Je suis en train encore de lire contre-indication des bêta-bloquants dans le syndrome coronarien aigu. Donc, on vous a dit c'est les pneumopathies obstructives et c'est bien sûr les allergies et les troubles conductifs. Parce que le médecin généraliste doit être préalablement thrombose pour qu'il soit légalement couvert. Bon, la thrombolyse actuellement, on l'enseigne dans la quatrième année de médecine. Donc Normalement, ça tout y le est, monde. donc elle Ici rentre en dans le Algérie, cursus. Ici en Algérie, mais chez tous les autres pays, il y a un module de cardiologie indépendant où les gens passent dans des services. Théoriquement, ils sont déjà entraînés. Il y a l'internat. Mais justement, c'est cette formation continue qui, qui autorise et qui donne l'assurance et qui met à jour le médecin généraliste pour thrombolyse. Et bien sûr, maintenant, si les médecins ont encore besoin d'une formation là-dessus, on doit l'assurer et pour qu'ils soient Hmm. autonomes. Il faut que des formations locales doivent être assurées. Il faut, je profite, Madame la directrice, pour essayer de faire dorénavant même des formations sur le CG pour un peu compte. Et là, on est disposé, On il y a l'a le professeur déjà Chtébi, fait, mais c'est vrai, il y a toujours le besoin. On l'a fait depuis que je suis il y a, rentrée à la ouais, direction de la formation avec le professeur Aïtmi Saoudan, on avait commencé à la faire. On l'a toujours fait, très bien. mais il y a toujours le besoin. Oui, il y a le besoin. Et là, nous, on essaie de former, qui c'est comme ce qu'a fait le docteur Zouzou tout à l'heure, et ce qui a été fait la dernière fois lors du premier cycle de la formation, il y a 15 jours, le ECG de la cardiopathie ischémique. C'est un ECG spécifique. Je vous incite à créer, donc, on est là, coordonné avec le professeur Chiteli pour créer d'autres sessions de la formation ECG cardiopathie Inch'Allah, ischémique. on est en début d'année, pourquoi pas? Oui, oui, on peut, nous, on est là pour collaborer et pour répondre Préparer à un nos confrères. programme, préparer un Oui, programme on va vous de préparer un formation programme. et Oui, remettez-le au sur le professeur CG. Oui, Chetidi pour coordonner. très bien. Oui, oui, là, on va le faire incessamment. Pas de problème. Ça nous fera plaisir qu'on aura de l'écoute de la part de nos confrères médecins généralistes et urgentistes et on répondra à leurs besoins. Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, quand demander l'anxiolytique sur deux dosages troponines, là, quand on n'a pas un sustécalage du segment ST sur deux dérivations continues. C'est toutes les autres situations électriques, sauf le sustécalage. Oui, les réanimateurs de thrombolyse. Ça, oui, c'est un problème parce que ça dépend je vous ai dit, les terrains de stage des réanimateurs Kane, ils n'ont pas été sur des terrains de stage où ils recevaient des urgences cardiologiques. Oui, je comprends. Là, on n'est pas, Allah ghalib, c'est des terrains de stage. Tout le monde a un truc, un domaine point de vue. Là, il y a ceux,
dont le point fort n'est pas la cardiologie. C'est-à-dire leur connaissance de cardiologie reviennent à l'externat. Donc là, on Vous doit les avez mettre à beaucoup, jour. professeur, vous avez beaucoup de souplesse. Moi, je dirais une chose, celui qui veut apprendre, apprend. On est sur le terrain, on est des médecins, qu'on soit Là, spécialiste ou qu'on soit qui que ce soit, c'est une justement, question de conscience. Ne pas laisser le on est tous, patient au-dessus de bien sûr. 3 heures, point. Bien Vous êtes sûr, trop nous, on souple. est tous confrontés. Oui, on est tous confrontés à ça. Avant tout, on est généraliste avant qu'on soit interniste ou Exactement. réanimateur. Donc là, normalement, est-ce une urgence vitale? On peut être nous-mêmes victimes ou un parent victime. Donc, on est obligé de Yatek connaître. saha, yatek saha. Hadi. Donc, Je bon, pense qu'il n'y a pas de il n'y a questions. plus de questions. Donc là, nous, les généralistes, les responsabilités presque dans la thrombolyse suivent. Oui, oui, bien sûr. Merci. Si on Chirurgienne, thrombolise. je révisais Haribert. Même la chirurgienne, elle est généraliste avant tout. Maintenant, si elle est dans un coin perdu, j'ai un infarctus sur le CG et elle a du thrombolytique sous la main, pourquoi pas? Si Et elle tient actuellement, il y a les positif. réseaux sociaux. Sauf, on peut joindre un cardiologue d'une manière ou d'une autre, on peut joindre un généraliste qui connaît, on peut joindre un collègue par Viber, on lui montre C'est ce l'image que et on peut j'allais lui dire. dire. Autant Oui, joindre le cardiologue à côté et créer le lien. Et oui, c'est même une notre ami partie de généraliste. l'information. Oh, notre ami généraliste qui est un peu plus ancien que nous, qui a plus de connaissances, on peut le consulter. Une population médicale doit s'entraider entre elles. C'est ça. Exactement. Sans attendre le service de cardio. Si on thrombolise sans, oui, oui, sans attendre le service de cardio. Quoi sur le suivi? Maintenant, vous thrombolisez, vous sauvez votre patient. Il y a des massacres chez le suivi à un hôpital où il y a de la cardio. Vous pouvez consulter un cardiologue externe. Vous pouvez consulter. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, sauvez votre patient. D'accord? Sauvez la vase aiguë. D'accord? Est-ce que j'ai répondu? Oui, il y en a pour moi, oui. Pour les autres, s'ils veulent quelque chose, ils n'ont qu'à l'écrire. Oui. D'accord, merci. Non, sincèrement, c'est un sujet Ouais. très pertinent. Il est temps pour nous de réagir pour, en un court temps, sauver le patient. Ça concerne tout Bien le sûr. monde. Ça Bien sûr. concerne tout le Bien sûr. monde. En tout cas, nous, on vous remercie pour cette Merci. initiative, sincèrement. Merci. Et la continuité viendra. Maintenant, les gens qui Inch'Allah. sont restés, les gens qui sont partis, sincèrement, c'est là qu'on voit la conscience et l'intérêt de chacun. Bien sûr, Et non, c'est vrai, même l'enseignant, il est motivé par les gens qui bien sûr. continuent à chercher à comprendre. Nous sommes Bien là pour sûr, la bien sûr. formation continue avec vous, les enseignants, avec Merci. les gens du terrain. Nous, on crée de liens. Bien sûr. Donc là, là, on est disponible, on est disposé à assurer cette formation, on est disposé à continuer notre mission. C'est notre mission pour que l'infarctus soit éliminé en Algérie. On parlera plus de nécrose myocardique, on va parlera de ça, donc c'est plus de sortage du myocarde. C'est notre intérêt. On veut plus voir de patients en exode cardiaque suite à une cardiopathie ischémique. Des Entièrement jeunes raison. de 35 ans avec arrêt de travail, avec tout qui s'est arrêté parce que l'infarctus n'a pas été reconnu, n'a pas été pris en charge. Madame Lina, c'est notre pays, c'est notre population, c'est nos confrères médecins. Et je sais Le très bien que voir. ça leur fera beaucoup de plaisir en apprenant et en Oui, pratique. oui, oui. D'accord? Merci beaucoup, professeur. Bien, comme ça, enchanté de